téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci pour le choix de BF1. C'est toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi soir pour votre émission Vivre ensemble, mardi 21h le direct. Vous avez la rediffusion tous les jeudis à partir de 22h. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook en tapant tout simplement Vivre ensemble BF1.TV. Merci à toute la diaspora connectée, ça fait plaisir. Je suis Alice pour vous servir. Et comme vous le savez déjà, Vivre ensemble, c'est toujours avec un conseiller. Le conseiller qui va nous accompagner ce soir, c'est Imam Nassouri Boubacar. Il est conseiller conjugal, coach religieux de vie et délégué médical. Imam Nassouri, bonsoir. Bonsoir Alice. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est amplement partagé. Merci à vous. Bien voilà, chers téléspectateurs, Vivre ensemble, c'est aussi avec un thème. Le thème qu'on a choisi ce soir pour vous, c'est la bienheureuse infidélité. Mesdames, Messieurs, si vous êtes bien installés chez vous, eh bien c'est parti pour l'émission. Alors, Monsieur Nassouri, oui. Le thème ce soir, c'est la bienheureuse infidélité. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la bienheureuse infidélité? D'accord. Encore une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour cette thématique qui interpelle déjà. Et je sais que beaucoup de gens vont commencer à se poser des questions. Eh bien, pourquoi ne pas dire la bienheureuse fidélité plutôt que de dire la bienheureuse infidélité? Tout à fait. Ils auront raison de se poser cette question. Alors, il faut dire que beaucoup de personnes entretiennent un certain nombre de mythes, d'illusions et même de fausses croyances autour de l'infidélité et qui les poussent en fait à croire que l'infidélité est une bonne chose. Alors que si on revient aux sources ou bien à la source, on va se rendre compte que Dieu a donné en fait le sexe, c'est-à-dire l'organe génital, à l'être humain pour une fonction fondamentale, pour un but fondamental qui est la procréation. En lisant la Bible, on va se rendre compte de cette évidence. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, verset 28, et même dans le Nouveau Coran, à titre d'exemple, Dieu nous dit dans la sourate 2, au verset 223, il dit « Nisa'ukum harsul lakum ». Dans la langue arabe classique ou littéraire, al-hars veut dire en fait un champ de labour. Donc nous comprenons effectivement à partir de là que la fonction première ou bien le but premier, l'objectif premier du sexe, effectivement, c'est de procréer. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que on en a fait une fonction de simple plaisir, une fonction de change, d'économie, un instrument de gain d'argent. Et donc, du coup, alors que ça ne devrait pas être le cas, en fait. Donc, aujourd'hui, l'infidélité est devenue comme une sorte de championnat. Vous aimez les championnats de football? Aujourd'hui, l'infidélité est devenue comme un championnat. On a la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga, première division, deuxième division. Donc, il fallait effectivement qu'on s'y attarde pour jeter effectivement les bases d'une bonne réflexion. Donc, il faut retenir en fait qu'il y a beaucoup de mythes, d'illusions et de fausses croyances qui sont entretenues par beaucoup de personnes autour de cette infidélité. Et on va en parler. D'accord. Merci beaucoup pour l'explication parce qu'un téléspectateur qui vient de se connecter et qui voit bienheureuse infidélité, mais il va se dire, l'infidélité, elle n'est jamais heureuse. Donc, pourquoi cela? De toutes les façons, on va échanger et puis les téléspectateurs pourront mieux comprendre. Alors, vous avez parlé de mythes, voilà, autour de l'infidélité. Alors, ensemble, nous avons énuméré 8 mythes et nous allons partager ces mythes-là avec les téléspectateurs. Voilà, vous allez nous expliquer dans les échanges pour qu'on puisse comprendre. Alors, on va partir pour le premier mythe. Et le premier mythe dit ceci: ce que l'on ne sait pas ne peut pas faire mal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Imam Nassouri? Tout à fait. C'est l'un des plus grands mythes entretenus par beaucoup de personnes. Et comme la phrase elle-même le dit, beaucoup de gens pensent en fait que tant que mon partenaire n'est pas au courant de mon infidélité, il n'y a pas de problème. Allons donc. Donc, tant qu'il ne va pas découvrir, ou bien tant qu'elle ne va pas découvrir que je suis infidèle ou bien que j'ai été infidèle, effectivement, il ne va pas ressentir de douleur. Mais il y a un problème à ce niveau. Parce que la personne infidèle, elle sait qu'elle a été infidèle. Donc, je sais que j'ai été infidèle.
comment est-ce que je peux continuer à te regarder dans les yeux? Mais en ce moment, c'est la personne qui a commis l'infidélité qui a une douleur. Moi, par exemple, en face, je ne suis pas au courant, donc je n'ai pas de douleur. Justement, voici pourquoi on dit que tant que l'autre n'est pas au courant que je l'ai trompé, ça ne peut pas lui faire mal. Et donc, du coup, je peux continuer à être infidèle. Alors que moi, je sais que je suis infidèle. Donc, du coup, si je suis une personne équilibrée, une personne normale, si je te trompe, même si tu ne sais pas, je ne peux pas continuer à te regarder tout droit dans les yeux en toute limpidité. Et voici pourquoi, effectivement, avec le temps, les personnes infidèles en arrivent à avouer effectivement leur infidélité à leur partenaire. Et malheureusement, à ce moment, l'autre va se rendre compte que sa relation était basée sur le mensonge pendant très, très, très longtemps. De toutes les façons, tôt ou tard, l'autre viendra effectivement à découvrir. Donc, ce n'est pas parce que l'autre ne sait pas que je vais me donner à l'infidélité, surtout si elle revient de façon récurrente. D'accord. Mais il y a ces personnes-là qui se donnent cette philosophie, ne pas savoir, ça ne fait pas mal, peut-être, mais consciemment, on le ressent. Et surtout, comme on le dit, les femmes ont ce sens-là, sixième sens, voilà, détecter quand l'homme n'est pas tout à fait voilà, fidèle dans le couple. Donc, consciemment, on sait qu'il est infidèle, mais on se donne cette philosophie-là pour pouvoir voilà, avancer, ne pas stresser. Sinon, c'est dire que l'homme est totalement fidèle, bon. Oui, tout à fait, parce qu'on a à quelque part cette phrase aussi qui dit que dans une vie de couple, c'est la confiance effectivement qui doit primer. Donc, tant que tu n'as pas des preuves palpables sous la main, tu ne peux pas effectivement commencer à en vouloir à l'autre. Mais je vous rejoins effectivement pour dire, conformément à cette thématique-là, que en croyant effectivement être genre en cachette, en croyant, en fait, en pensant que l'autre n'est pas au courant, eh bien ça, ce n'est pas une raison valable pour nous permettre effectivement de s'adonner en fait à l'infidélité. Et donc du coup, c'est pour dire en fait que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Même quand l'autre ne sait pas, tôt ou tard, ça va sortir et ma conscience en fait va me gronder parce qu'il y aura l'épée de Damoclès sur ma tête pour le reste de ma vie. D'accord. Donc, c'est qu'on peut noter sur ce premier mythe-là qui dit que ce que l'on ne sait pas ne peut pas faire mal. Ça veut dire que c'est la personne qui commet l'infidélité qui a cette douleur. Le fait de regarder son partenaire ou sa partenaire en face et savoir qu'on commet l'infidélité, on a cette douleur quand même, voilà, parce qu'on trompe la personne n'est pas au courant, mais on est un peu gêné, voilà, on a mal. Mais l'autre qui est en face n'est pas au courant, donc cette personne n'a pas de douleur. Tout à voilà, fait, on a bien noté, Imam Nassouri. Alors, deuxième mythe, vous dites que l'infidélité est thérapeutique. Oui. Je n'ai pas du tout compris cette partie-là. Ok. En fait, certaines personnes, beaucoup d'ailleurs, croient que l'infidélité peut compenser la monotonie sexuelle dans un couple et que ça peut même contribuer à raviver la passion et l'amour. D'accord. Oui, parce que lorsque je vis avec ma femme pendant des années, à un moment donné, avec ce qu'on appelle l'adaptation hédonique ou encore la crise du démon de midi, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me rendre compte que ma partenaire est de moins en moins attrayante. À partir du moment où nous vivons ensemble, il y aura un moment où j'aurai tendance à croire que ma partenaire n'est plus attrayante, je ne l'aime plus, je n'ai plus de désir. Et pourtant, la voisine qui est peut-être à côté de moi, qui est peut-être moins belle, va m'attirer. Et donc, du coup, en ce moment, certains pensent qu'effectivement, l'infidélité peut compenser cette monotonie sexuelle. Et il y a même des intervenants conjugaux de bonne foi qui conseillent cela pour effectivement essayer de rééquilibrer la relation. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a ces personnes-là qui se sentent bien dans la tête parce qu'ils sont infidèles, parce qu'ils se sentent heureux, voilà, hors du foyer. Et c'est comme une sorte de thérapie pour ces personnes-là? Oui, tout à fait. Moi, par exemple, j'ai déjà eu affaire à une dame comme ça. Après consultation, en fait, au cours de la consultation, elle m'apprend qu'elle a un amant. Voilà. Alors qu'auparavant, elle ne vivait pas en fait une sexualité épanouie avec son époux. Et du coup, avec son amant, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Elle se redécouvre. Elle se retrouve. Ah oui.
elle redevient comme une sorte de bête sexuelle, entre guillemets, excusez-moi l'expression. D'accord? Donc, c'est vrai que les recherches ont démontré qu'il y a des personnes, effectivement, qui se redécouvrent sexuellement suite à une infidélité, mais les sexologues vont nous dire, en fait, que la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Et ils sont parfois, c'est parfois étonnant même de constater jusqu'à quel point l'autre, c'est-à-dire la personne avec laquelle je trompe mon partenaire, est semblable ou même pire que ma femme ou bien que mon mari qui est à la maison. D'accord. Elle n'est pas thérapeutique. On ne peut pas en fait résoudre un problème en ramenant un autre problème par-dessus. Il suffit d'être sexologue pour connaître effectivement les ravages causés au couple à cause de l'infidélité. Mais Imam Nassouri, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu parce que comment une personne peut dire 2 ans après un mariage ou 3 ans après un mariage que genre je ne me retrouve pas côté sexuel. En fait, c'est la personne que tu as choisie. Si vous avez pu faire 1 année, 2 ans, et sexuellement tout va bien, il te plaît bien ou elle te plaît bien, pourquoi après on se redécouvre sexuellement? Oui, tout à fait. Il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs explications. Et parmi ces nombreuses raisons, c'est qu'il y a des gens qui se précipitent pour vivre ensemble alors qu'ils ne s'aiment pas. Voici pourquoi moi je suggère plutôt d'apprendre à aimer la personne qu'on aimerait épouser avant de lui offrir une bague de fiançailles ou bien de mariage. Parce que quand on n'est pas assuré effectivement que l'amour est présent, ça peut être un coup de foudre, une fusion passionnelle qui va passer. Et aussi, il y a d'autres éléments comme la routine qui est catastrophique, qui est même mortelle, comme on va le voir par la suite, qui peut effectivement amener l'autre à ne plus sentir de désir, éprouver de désir. Donc ça peut arriver. Donc il faut être sûr qu'on aime l'autre avant de vouloir s'engager avec l'autre. C'est très important. Mais Imam Nassouri, le danger c'est quoi quand dans la vie de couple, le partenaire ou la partenaire se sent bien dans l'infidélité, de sorte à ce que ça devienne une thérapie pour cette personne? C'est quoi le danger? Est-ce qu'on a perdu carrément son partenaire ou sa partenaire? Oui, tout à fait. On le verra plus tard. Là, maintenant, effectivement, vous avez raison de poser cette question parce que le premier danger, c'est quoi? C'est que la personne va devenir en fait ambivalente. Ambivalente, ça veut dire quoi? On peut définir ça de 2 manières. Je t'aime autant que je te déteste. Ou bien on aura une confrontation entre l'être de désir, donc la personne qui vit en fait une nouvelle passion basée sur la nouveauté, et de l'autre côté, l'être de devoir qui veut continuer effectivement à respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'autre. Et donc, là maintenant, il y a des questions qui se taraudent vraiment et qui se bousculent dans ta tête. Est-ce que je dois quitter pour aller vivre définitivement avec mon amant, ou bien est-ce que je dois rester? Alors que les recherches ont démontré effectivement que ailleurs ne sera pas forcément meilleur. C'est ça. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que c'est moi qui y serai encore. Donc, tant que je ne vais pas changer ma manière de voir sur la vie de couple, ça sera la même chose. D'accord. Et moi, il m'arrive que des femmes me disent que ça fait la énième fois, ça fait la 20e fois que j'ai fait ceci ou cela, ça n'a pas donné. Et dans un style humoristique, je lui dis, continue, peut-être qu'à la 25e fois, ça va donner. Voilà. Tout en sachant qu'il faut que la personne change d'abord, voilà, avant de trouver le meilleur devant. C'est très important. D'accord. Et on continue avec les mythes sur l'infidélité. Le 3e mythe dit ceci: tout le monde le fait, fais-le donc. Tout à fait. Vous voyez que ça aussi, c'est un mythe. En fait, c'est ça même que l'on vit actuellement. Et ça veut dire que l'infidélité est tellement banalisée que, ben, écoute, mon gars, tout le monde le fait, ou bien ma chérie, tout le monde le fait, donc fais-le, il n'y a pas de souci. C'est le championnat. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me taquinent comme ça. Écoute, imam, on sait que tu es imam, mais de toutes les façons, hein, tu es jeune, tu n'es pas un imam avec 3 yeux, avec 3 têtes. Écoute, mets-toi dans la danse. Et comme je le disais tantôt, il y a même des intervenants conjugaux de bonne foi qui donnent ce genre de conseils. Et je vais vous faire une petite confidence. Moi, j'ai une grande sœur, ma grande sœur, même père et même mère, qui m'a dit à un moment donné que Bouba, on m'appelle comme ça effectivement, je préfère pour toi que tu aies une maîtresse et que tu vives l'infidélité plutôt que de te marier pour une 2e fois par exemple. Pourquoi? Oui, justement, après tout, ça ne va pas commencer par toi, c'est ce qu'elle m'a dit.
Tout le monde le fait, fais-le. Donc, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde, eh bien, c'est la mode, là. C'est la mode. Et donc, du coup... Ça veut dire que quand tu n'es pas infidèle, on ne te prend pas au sérieux non, on ne te ou quoi? calcule pas. On ne te calcule pas. Les gens, en fait, en font un palmarès. Un CV, ce que les Arabes appellent Asiratu Azatiya. J'ai été infidèle, c'est comme ça. Alors qu'il y a un récit, je suis tombé sur un récit qui est quand même interpellateur et je l'ai tiré d'un roman de Rabelais, d'accord, qui nous raconte en fait l'histoire des moutons de Panurge. En fait, un troupeau de moutons qui s'était suicidé parce qu'il y avait un mouton qui avait sauté du haut de la falaise. Donc, un seul mouton qui a glissé, qui est tombé, et tout le reste des moutons, en fait, s'est suicidé. Voilà. Donc, ça ne tient pas. Ce n'est pas parce qu'un comportement est qu'il est nécessairement sain. Mais est-ce que c'est parce que quand tu es un homme et que tu es fidèle à ta femme, est-ce que tu n'es pas un vrai homme? C'est quand tu es infidèle qu'en ce moment on parle de vrai homme. Eh bien, malheureusement, on en est arrivé à là. Voilà, pour beaucoup de personnes, si tu es là, tu es fidèle, ils vont inventer tout ce qu'ils veulent. Voilà. Alors que non, la personne effectivement qui est responsable, c'est effectivement la personne qui est fidèle. Et on ne doit pas seulement indexer les hommes concernant cette histoire d'infidélité, parce que les femmes aussi sont dans la danse. Certaines femmes sont aussi dans la danse, parce qu'on entend aussi des femmes se conseiller. Écoute, je prends un exemple, je ne vais pas me plaindre. Monsieur, il n'assure plus au lit. Voilà, je le sens faible et tout. Et une amie qui va dire, écoute, va voir ailleurs. Parce qu'il ne faut pas vieillir aussi avec cette souffrance de ne pas connaître l'orgasme et les bonnes choses. Il y a des femmes aussi qui se conseillent sur cette base-là. Bien sûr, bien sûr. Il y a, tout ce qu'on est en train de dire, en fait, ça concerne les hommes et les femmes. Et on va voir cela beaucoup plus en détail. Mais vous avez raison. Effectivement, ça touche les hommes tout comme les femmes. Donc, effectivement, il y a des femmes de plus en plus qui veulent tout essayer, qui ne veulent pas mourir idiotes, entre guillemets. D'accord. Voilà. Alors, on continue avec les mythes. Et j'espère que les téléspectateurs notent bien ce soir. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes en train de découvrir les mythes sur l'infidélité. Alors, écoutez très bien Imam Nassouri, parce que c'est tout le temps accompagné de conseils. Alors, même si l'infidélité n'est pas heureuse. Alors, quatrième mythe, vous dites que l'infidélité est seulement sexuelle. Oui. C'est-à-dire? Ça aussi, c'est très important parce que beaucoup de personnes croient que tant qu'il n'y a pas eu pénétration, il n'y a pas eu infidélité. Allons donc. D'accord. Alors que vis-à-vis, ou bien pour les experts, ce n'est pas le cas. L'infidélité peut également être affective et relationnelle. Et je vais donner un exemple qui va surprendre beaucoup de personnes. Savez-vous que les experts, certains experts, ils sont nombreux d'ailleurs, considèrent qu'un homme qui investit tout son temps, full time, qui s'occupe exclusivement de son travail, il n'a plus le temps pour sa femme, est infidèle. Mais là ça va, infidélité pour le travail, ça va. Ah, ça dépend. Là, il y a débat. Grâce à la liste, vous serez d'accord que votre époux... Il est tout le temps sur la machine, il est tout le temps en train de travailler. Tout le temps. Il rentre du bureau à la maison, il travaille. Là, bon, nous les femmes, peut-être on peut accepter cette infidélité parce que c'est avec le travail, ça va. De toutes les façons, tôt ou tard, il va dormir, on sera dans la chambre et tout. Mais c'est quand c'est avec une autre dame, c'est ça qui blesse. C'est vrai, mais comme je le disais tantôt, c'est une forme d'infidélité. De même que, là, ça serait beaucoup plus pertinent, de même que la femme qui va investir tout son temps de façon exclusive, pour ne pas me répéter, dans l'éducation ou bien dans l'occupation de ses enfants. C'est une infidélité envers son homme. Oui, l'infidélité ne se situe pas seulement en bas de la ceinture. Pourtant, quand on parle d'infidélité, c'est en bas de la ceinture. Ah non, pas forcément. Parce que ici, malheureusement, ici en Afrique, quand tu amènes ton partenaire ou ta partenaire devant une personne âgée pour expliquer que mon mari m'est infidèle ou ma femme m'est infidèle, on va te demander est-ce que tu l'as vu le faire. Immédiatement, c'est le bas de la ceinture. Mais si tu dis par exemple mon mari m'est infidèle parce que je l'ai vu embrasser une fille, on va te dire bon, c'est juste embrasser, hein, ça passe.
Ce que les gens ne cautionnent pas, c'est quand c'est le bas de la ceinture. Je suis d'accord avec vous et pourtant, en tant que praticien, moi je suis au courant de beaucoup de cas, de beaucoup de couples qui se sont disloqués parce que monsieur, par exemple, n'avait pas le temps pour madame. Mais par Chaque fois, il est exemple, au boulot Imam et donc, Nassouri, quand tu rencontres une jeune fille, tu es marié, tu rencontres une jeune fille, bonjour, bonsoir, vous échangez les numéros, et tu passes ton temps à l'écrire. Au quotidien, vous vous écrivez. Tu es tout le temps en train d'écrire cette femme, c'est une forme d'infidélité? oui, l'infidélité peut être affective et relationnelle. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué que il y a des moments où une femme peut être avec son mari, tout comme un homme qui peut être avec sa femme. À un moment donné, l'homme voit en fait une autre femme qui lui plaît. Alors qu'il n'y a pas eu l'acte, il n'y a pas eu la pénétration. Mais en ce moment, est-ce qu'il ose dire, si c'est un homme qui est normal, à sa femme? Ça va la blesser. Ou bien une femme qui voit un homme qui lui plaît. C'est une forme d'infidélité. Mais un homme qui voit une femme qui dit, par exemple, Madame, vous êtes très belle. Est-ce que c'est être infidèle à son épouse? Là, ça va dépendre de la manière, mais de la façon de dire, mais je suis au courant du fait que beaucoup de femmes n'apprécient pas cela. Voilà, ça veut dire que tu ne peux pas, ça peut arriver. Voici pourquoi les psychologues et les conseillers, en fait, conseillent à chacun de garder, en fait, de posséder un jardin secret. Voilà, on ne peut pas tout dire. Voilà, donc l'infidélité, vis-à-vis des experts ou bien pour les experts, elle n'est pas que sexuelle, comme on va le voir par la suite. D'accord. Donc, c'est très bien noté, l'infidélité n'est pas que sexuelle. On peut être infidèle en envoyant tout simplement des SMS à une autre personne que son conjoint ou sa conjointe. Admirer une personne en secret dans son cœur, c'est-à-dire désirer une personne dans son cœur, même si on n'est pas passé à l'acte, c'est une forme d'infidélité. Donc, il y a beaucoup de situations, en fait. Non, à partir du moment, puisque là, nous sommes des êtres, on est faibles. À partir du moment où tu as éprouvé l'émotion, elle est là, tu ne l'as pas extériorisée, là, Dieu va pardonner, ça ne dépend pas de toi. Mais quand toi-même, tu commences, en fait, à y prendre plaisir, de sorte à ce que ta femme ou bien ton époux se rende compte, effectivement, que tu es attaché à un autre homme ou bien à une autre femme, et que tu éprouves quelque chose, eh bien là, ça devient de l'infidélité. D'accord, ça veut dire qu'on peut admirer et ça passe. Mais quand on dort avec, on se réveille avec, là, ça devient une forme d'infidélité. Tout à fait. D'accord, c'est bien noté, Imam Nassouri. Alors, cinquième mythe, vous dites que l'homme est infidèle pour le sexe, la femme est infidèle par amour. Imam Nassouri, ça veut dire que l'homme est juste infidèle parce qu'il veut le sexe. Mais ce qui est sûr, il va revenir vers sa femme. Mais quand la femme est infidèle, c'est par amour. Et là, c'est grave parce que son cœur est parti. Vous voyez que ça répond en même temps à certaines questions, à certaines problématiques que vous aviez soulevées auparavant. Effectivement, beaucoup de personnes pensent que l'homme est infidèle uniquement pour le sexe. Ça veut dire que l'homme peut, excusez-moi l'expression, coucher avec une femme sans pour autant être amoureux. Alors que généralement, quand la femme vient effectivement à offrir, à servir son sexe, son cœur est parti. Son cœur a dévancé. Et donc, du coup, cela a poussé notre société à pardonner beaucoup plus facilement l'infidélité de qui? De l'homme. De l'homme. Donc, c'est pour ça que les hommes ne tolèrent pas l'infidélité de la femme. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'infidélité qui les fait mal en question, c'est parce que le cœur de la femme est parti, en fait. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement cela. Parce qu'aujourd'hui, la neurobiologie nous démontre en fait que c'est le sexe qui amène en fait l'homme à tomber amoureux et que c'est l'affection en fait qui amène la femme à donner son sexe. Donc du coup, l'amour de la femme, quand une femme éprouve de l'amour pour toi, c'est quelque chose qui... C'est grandiose, c'est incommensurable et donc du coup, les hommes ne peuvent pas cautionner cela. Donc, mais en même temps, cela constitue un mythe. Ça veut dire que ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que les sexologues vont nous apprendre en fait qu'au-delà du sexe, l'homme qui est infidèle cherche à combler un vide affectif. L'homme qui est infidèle cherche à combler un vide affectif. Ça veut dire que madame ne lui donne pas tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire. C'est pas le sexe. Mais pourquoi ne pas communiquer en ce moment que d'aller voir ailleurs?
Justement, c'est ça la question. Voici pourquoi on est en train de battre effectivement en brèche tous ces mythes pour que les gens puissent effectivement prendre conscience. Mais souvent, il y a beaucoup d'hommes qui se cachent derrière ça, hein. Je suis infidèle parce que ma femme, elle n'assure pas au lit, voilà, parce qu'elle n'est pas propre à la maison, voilà, parce que la maison est tout en désordre, voilà, parce qu'elle ne me respecte plus. Beaucoup d'hommes se cachent derrière ces situations-là, mais d'autres, c'est complètement naturel, c'est de la folie. Ils veulent juste avoir une certaine liste de copines, c'est tout. Oui, tout à fait, un certain palmarès, Ouais. un certain CV, c'est vrai. Donc, du coup, c'est un mythe aussi. Dire que l'homme est infidèle pour le sexe et la femme par amour, non, ça ne tient pas. C'est un mythe parce que on voit aujourd'hui de plus en plus de femmes qui sont également infidèles uniquement pour quoi? Uniquement pour le plaisir du sexe. Mhm. Et on voit aussi des hommes qui sont infidèles pour compenser en fait un vide affectif. Donc ça ne tient pas, c'est un mythe. C'est un D'accord. mythe. Donc, Mais les hommes qui sont infidèles, de sorte à tout donner. C'est-à-dire que je lui achète une maison, des voyages, et souvent même il déménage complètement chez elle. En ce moment, est-ce qu'on peut parler d'infidélité? Lui aussi, son cœur est parti. oui, tout à fait. Voici pourquoi je dis que ça ne tient pas en fait. Voilà, ça ne tient pas. Et l'homme aussi, à travers l'infidélité, il recherche à combler, à compenser un vide affectif. Son cœur, effectivement, peut partir. Mhm. Donc, du coup, c'est un mythe, c'est une illusion, c'est une fausse croyance. L'infidélité, c'est l'infidélité. Il faut appeler un chat un chat. D'accord, Voilà, quand on est en couple, on doit prendre la responsabilité de notre couple, du bout de notre relation à 100%. d'accord. Donc, on va donner ce petit message-là aux téléspectateurs, c'est-à-dire les hommes qui nous suivent ce soir, hein. Alors, comme vous l'avez bien entendu, Imam Nassouri dit que quand la femme est infidèle, c'est que son cœur est parti. Donc, prenez soin de vos épouses. C'est très important. Alors, Imam Nassouri, on continue avec les mythes. Vous dites aussi que les femmes sont monogames par nature et les hommes par accident. Hmm. Expliquez-nous. C'est intéressant. En fait, ça, c'est une parole d'un grand prêtre, saint Thomas d'Aquin. Voilà, c'est lui qui a prononcé cette parole il y a de cela une éternité. Bon, il paraît qu'il a essayé de faire un certain nombre de recherches. Il est reparti même à la Genèse quand on sait que les gamètes de l'homme, les spermatozoïdes, vous voyez que c'est. On va nous dire en fait qu'en 48 heures, l'homme produit plus de 500 millions de spermatozoïdes. Alors que durant tout le cycle sexuel d'une femme, en moyenne, elle va produire moins de 50 ovules. Donc vous voyez en fait que chez la femme, en fait, pour elle, c'est beaucoup plus précieux. Et donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, il y a des savants qui sont dans des laboratoires et qui essaient en fait de réfléchir, de comprendre. Est-ce que c'est à cause de ça que l'homme a un comportement sexuel qui est génital et polygame et la femme fidèle par nature ou pas? Et donc, du coup, après toutes ces recherches, le prêtre est venu à faire une conclusion que l'homme est monogame par accident et la femme par nature. Autrement dit, la femme, elle n'est pas, en fait, elle est moins accro en fait à l'infidélité et que si elle trouve en fait un homme qui est compréhensif, il n'a pas besoin en fait d'aller voir ailleurs. Alors que l'homme, s'il reste monogame, c'est que c'est par accident et que l'homme devrait en fait avoir plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs partenaires. Donc du coup, ça aussi, ça ne tient pas. Parce qu'aujourd'hui, si on observe effectivement la majorité de nos femmes modernes infidèles, on va se rendre compte que ça ne tient pas. Voilà, de plus en plus, d'ailleurs, on a des femmes qui sont polyandres ou polygames. Mais ça, c'est pas encore arrivé ici. Parce que si ça arrive ici, on aura chaud. C'est arrivé. C'est arrivé? Une femme avec deux maris, Pas trois de maris? façon, certainement pas de façon officielle. D'accord, oui. C'est mieux que ça reste dans l'ombre. Alors, Imam Nassouri, parlant de cette question de monogamie, pardon, il y a des téléspectateurs qui me croisent en ville, qui me disent écoutez, madame, vivre ensemble, il faut noter qu'un vrai Africain ne peut pas être monogame. Qu'est-ce que vous avez à aller dire ce soir? C'est leur manière de voir les choses. Parce que les hommes avec petit h, le sexe masculin, les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui peuvent se contenter d'une seule femme. Il y en a, moi j'en connais. Il y a d'autres même qui peuvent vivre sans femme. Est-ce qu'il y a cet homme-là qui se marie, par exemple à 30 ans, il est marié,
et il reste avec cette femme-là jusqu'à 100 ans sans jamais la tromper. Est-ce que ça existe? Il y en a, ça existe, ça a existé et ça existe toujours. Mais ça doit être minime, hein? On n'a pas de chiffres comme ça, mais ça existe. Ça existe et donc, du coup, la polygamie, elle est juste autorisée. Elle est juste autorisée. On n'a pas dit que l'homme... C'est vrai que j'entends de plus en plus des personnes qui disent que voilà, les femmes sont plus nombreuses. Et donc, du coup, il faut redistribuer, je ne sais pas. Voilà, mais ce n'est pas pour autant. Tout le monde ne peut pas être polygame. Mais ces personnes qui arrivent à rester fidèles dans le mariage, vraiment jusqu'à ce que la mort nous sépare, est-ce que ces personnes-là, c'est dû à l'éducation, c'est l'entourage, ou bien c'est parce qu'on est tout simplement satisfait de son partenaire ou de sa partenaire? Oui, il y a tout ça. Il y a la satisfaction conjugale, la stabilité du couple. Si la personne est heureuse en couple, si elle a eu une bonne éducation, tout ça, ça peut contribuer. Voilà, sinon que la polygamie, elle est juste autorisée. Au contraire, c'est la femme qui a plutôt un potentiel sexuel inépuisable. La femme, quand elle décide, elle peut épuiser n'importe quel homme. D'accord. Et l'homme, ce n'est pas le cas. Donc j'espère que ça, c'est une Et bonne... pourtant, on a des hommes qui se marient à 80 ans et qui sont toujours torrides et tout. Oui. Mais la femme, elle s'épuise vite après la ménopause. Non, en fait, ce que je veux dire ici, c'est en termes de satiété, si je peux m'exprimer ici, en termes de satisfaction conjugale, ça veut dire que, de façon générale, ce que les scientifiques vont nous dire, c'est que c'est le potentiel sexuel de la femme qui est beaucoup plus. Donc, c'est le sexe fort, le chromosome X. D'accord. Voilà. Nous continuons avec le mythe Imam Nassouri. Alors, septième mythe, vous dites que le sexe est meilleur avec l'amant ou l'amante. Là, sur cette question, Imam Nassouri, ça veut dire qu'il y a ces personnes-là qui trouvent que le sexe est encore meilleur quand c'est fait avec l'amant ou l'amante que l'épouse légale ou l'époux légal. Oui, tout à fait, tout Pourquoi? à fait. Il y a des gens et tout à l'heure même, j'ai pris un exemple sur une femme qui m'a confié que avec son époux, elle n'avait plus de libido, mais avec l'amant, elle se redécouvre. Mais puisque toute chose qu'on vole, ça fait plaisir. Ah, ça fait, Voler, c'est ça, en fait. Puisqu'on a volé en ce moment. c'est de la nouveauté. Mais dans la plupart des cas, c'est la même chose. Et parfois même, l'amant est pire que notre conjoint qu'on a laissé à la maison. Mais est-ce que c'est pas mieux de rester avec l'homme ou la femme qui n'assure pas au lit et essayer de trouver des solutions que d'aller voir ailleurs et tomber sur une personne en fait qui a fait même la leçon de la sexologie qui va te prendre la tête et détruire ton foyer? Oui, c'est vrai, c'est vrai. De toutes les façons, et effectivement, la sexualité, elle n'est pas que génitale. Moi, j'ai l'habitude de le dire, que ce soit dans mes conférences ou bien dans mes consultations, mes formations et autres. La sexualité, c'est tout un processus. Les gens voient seulement le côté génital et ils diminuent en fait leur rapport à la sensualité et tout ça. Non, alors que même si il n'y a pas effectivement ce côté génital, même s'il y a une panne, ce n'est pas grave. Il reste beaucoup d'autres choses. Il reste la tendresse, l'affection, l'humour, etc., etc. Et de toutes les façons, même s'il y a des difficultés à ce niveau, ça peut se résoudre. Voilà. D'accord. En ayant les bonnes stratégies. D'accord, ça marche. Huitième mythe, vous dites aussi que l'infidélité est sans danger. Il y a des gens qui pensent comme ça, que l'infidélité est sans danger. Qu'est-ce que vous avez à dire ce soir, Imam Nassouri? Oui, je disais tantôt qu'il suffit d'être sexologue ou d'avoir des connaissances en sexologie pour connaître les nombreux ravages causés par l'infidélité au couple. D'abord, le plus grand danger, c'est la perte de la confiance et du respect du partenaire ou bien de la partenaire. La perte de l'admiration. Quand vous prenez le triangle de l'amour, vous allez vous rendre compte que la base, c'est l'attirance physique ou sexuelle. Pour les gens qui ont commencé à partir de l'amitié, c'est directement l'admiration. Mais l'infidélité, effectivement, va remettre en cause cette admiration. Comment est-ce que je peux continuer d'aimer une personne qui est fautive, entre guillemets, que je n'admire plus? Voilà, la perte de la confiance. Que vaut une relation sans la confiance? Dans les cas les plus dramatiques, ces gens-là semblent avoir oublié. Parce que dans les cas les plus dramatiques, des gens ont tué, c'est vrai ou pas? Ou se sont même suicidés. Voilà, donc, sans compter les maladies sexuellement transmissibles.
Ces gens-là ne savent pas en fait qu'avoir des rapports sexuels avec une personne, c'est avoir des rapports sexuels avec toutes les personnes qui ont eu des rapports sexuels avec cette personne. En tout cas, c'est une Et grande ligne, hein. si. Donc il y a beaucoup de dangers. D'accord. Voilà. Et moi, j'aimerais évoquer l'infidélité sur le plan spirituel. Vu que vous êtes imam, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer ce soir. Alors, quand on est infidèle à son homme ou à sa femme, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui peut arriver? Et aussi, qu'est-ce qui peut arriver aux enfants? Puisqu'on peut dire que c'est un pacte qu'on a signé devant Dieu, pour ceux qui le croient, bien sûr. On a juré fidélité. Voilà. Et ça peut être à la mosquée, comme à la l'église. mairie. On a donné sa parole. Mais quand on devient infidèle et qu'on partage son corps avec n'importe qui, qu'est-ce qui peut arriver sur le plan spirituel? Alors, ça, c'est une question qui est pertinente. Tout dépend. Parce que nous sommes des êtres nous sommes très faibles. Ça peut arriver. On dit de ne jamais dire jamais. Ok. Mais le pire, c'est quoi? C'est quand ça arrive en fait de façon répétée, des infidélités à répétition. Là, effectivement, si on ne se repent pas, eh bien, non seulement ça va constituer en fait une malédiction pour ton couple, une malédiction pour les enfants, et voilà, c'est de l'impureté qui vous suit et ça va fermer beaucoup de portes également. Voilà. Est-ce que aussi on peut avoir des maladies voilà, spirituellement parce qu'on a commis voilà, l'infidélité? Bien sûr, bien sûr. Il y a des mauvais esprits qui peuvent habiter ton corps, tout ça, bien sûr. Les conséquences sont dramatiques sur le plan spirituel, tout à fait. D'accord. Voilà. Et on entend aussi dire que à travers l'infidélité, on peut voler les étoiles. Tu as une personne qui brille, qui a une certaine aura, tu peux commettre l'infidélité et perdre tes étoiles, ta chance et tout. Je suis au courant de ces cas. Par exemple, même au-delà, il y a des gens qui peuvent faire du mal à d'autres personnes en ayant eu l'opportunité de profiter soit de ton mari ou bien soit de ta femme. À travers ça, ils te jettent un sort ou bien ils volent effectivement tes étoiles. Je suis au courant de ces genres de cas. Donc il faut faire attention. D'accord. Et donc il y a des gens qui sont venus vers vous pour ça aussi? Oui, c'est vrai qu'on ne prend pas cela en charge, mais c'est dans mes recherches, dans mes formations. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre à la disposition de tout le monde. Mais ça peut arriver. Donc il faut faire très attention. C'est sacré, c'est sacré. D'accord. Parce que comme vous l'avez si bien dit, on ne sait pas, la personne avec qui on commet l'infidélité, on ne sait pas ce que la personne traîne. La personne traîne avec qui? Cette personne en retour, elle commet l'infidélité avec qui? Et c'est une chaîne. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment dur. Hein? C'est dur, c'est dur. C'est dur. Malheureusement, c'est ce que j'ai dit en introduction. Aujourd'hui, la sexualité, le sexe a perdu ses lettres de noblesse, ses plus grandes dimensions, la dimension biologique génitale, la dimension morale spirituelle, la dimension religieuse. Aujourd'hui, excusez-moi pour ce que je vais dire, le sexe est parfois moins cher qu'une boîte de Coca-Cola. Tellement c'est banalisé. D'accord. Et je peux même ajouter que même parfois certaines catastrophes naturelles sont liées à ça. Donc toujours par rapport aux conséquences spirituelles. Vous voyez par exemple la situation que nous traversons, le terrorisme là. Il faut se poser des questions. Donc il faut un changement de paradigme. Il faut un changement. Oui, il y a des choses qui se passent parfois, mais en fait, ça vaut le coup même que Dieu fasse descendre sur nous une pluie de feu. Mais c'est parce qu'il est miséricordieux. Mais en lieu et place, il nous envoie certaines catastrophes. Parce qu'il nous dit dans toutes les Écritures saintes que tout ce qui va nous arriver en mal, c'est lié à ce que nos propres mains ont causé. Et ce qu'on va demander, c'est que sa miséricorde nous accompagne toujours et continue d'accompagner notre pays dans ce combat. Amen. Et Inch'Allah, on va gagner. Inch'Allah, qu'on change aussi de mentalité. Alors, autre mythe, vous dites que c'est une forme de question. La fidélité est-elle une chose naturelle? Là, on parle de fidélité maintenant. Est-ce que la fidélité, être fidèle, est-ce que c'est naturel? Peut-être qu'on a eu un papa fidèle, une maman fidèle, et on a cette grâce-là d'être fidèle à notre tour, ou bien comment ça se passe? Il y a ce débat-là aussi qui est mené dans la classe des scientifiques. Il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que la fidélité, est-ce qu'elle est naturelle? Il semblerait que non. Vous savez pourquoi? Parce que paradoxalement, on ne la retrouve pas dans toutes les espèces animales, sauf exception.
Quand vous prenez par exemple les couples de loups et les manchots empereurs, ils font preuve d'une fidélité absolue. Au point que si l'un meurt, l'autre va demeurer seul pour tout le reste de sa vie. Ah oui? Ah oui. Okay. Les castors pourraient prendre facilement l'étendard ou bien le championnat, le trophée de la fidélité. Parce que si l'un est stérile, le couple ne procréera jamais. Ah oui? Oui. Certaines espèces d'oiseaux sont fidèles, mais seulement le temps d'une saison. Et d'ailleurs, les recherches vont démontrer en fait que chaque nouvelle saison d'amour permet à ces oiseaux-là de retrouver ou bien de rencontrer un partenaire qui est beaucoup plus compatible que celui d'avant. Et on disait aussi que les colombes, oui, ce sont les pigeons, ils sont fidèles aussi. Tout à fait. Mais on ne retrouve pas la fidélité dans toutes les espèces animales. Je prends le mot animal parce que nous-mêmes, nous sommes des animaux en fait. C'est ça. Voilà. Mais il semblerait que l'être humain, lui, il est fidèle par besoin d'attachement. Par besoin d'attachement, tout comme le réflexe de préhension du nouveau-né. D'accord. Donc, d'après Gérard Leleu, le besoin de sécurité et d'aboutissement aboutit au rêve du grand amour, l'amour qui doit normalement mener à la spiritualité et la spiritualité qui inspire la fidélité. Donc elle n'est pas naturelle, mais Dieu nous a donné en fait ce qu'on appelle le néocortex, qui est le siège du sens éthique, de la raison, de la conscience, et c'est ça que l'être humain doit utiliser pour se rendre compte de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. D'accord. Alors, Imam Nassouri, je vais vous poser cette question et je suis sûre que beaucoup de téléspectateurs aussi aimeraient le savoir. Entre les hommes et les femmes, qui sont les plus infidèles? Ça, c'est question. C'est une grosse question, grande sœur. C'est vrai qu'on n'a pas des chiffres exacts, mais dans mes recherches, je suis tombé quand même sur certaines statistiques qui sont globales, qui sont un peu globales, elles sont générales, qui nous parlent de entre 20 et 30% des hommes et contre 15 à 25% des femmes. Donc ça veut dire que c'est les hommes. Voilà. C'est vrai qu'il y a des études, des recherches moins scientifiques qui les mettent au même pied d'égalité, mais de toutes les façons, quand on additionne tout ça, on va se rendre compte que l'infidélité, de façon générale, touche au moins un couple sur deux. Ça veut dire un couple sur deux, au moins, viendra à être aux prises avec l'infidélité de l'un ou de l'autre. Je me dis que peut-être l'infidélité est moindre chez les femmes, parce que quand la femme veut commettre l'infidélité, elle pense beaucoup. Elle pense à ses enfants, à sa famille. Qu'est-ce qu'on dira? Je suis une femme et tout. Mais l'homme, quand il veut y aller, il y va. Et d'ailleurs, on a vu que certains disent que pour l'homme, c'est normal. Aujourd'hui, un homme qui... Voilà. Donc, effectivement, c'est également mon avis. Il n'a pas cette pression que... C'est également mon avis. Les femmes sont plus fidèles. Et même quand une femme vient à tomber dans l'infidélité, quand on va bien regarder, c'est l'homme. C'est l'homme qui l'a poussé à être infidèle. D'accord, le message est bien passé. Les hommes vont engueuler après moi, mais bon, je m'en excuse. Mais Imam Nassouri, doit-on avouer son infidélité à son partenaire? Parce qu'il faut d'abord regarder le visage de ton partenaire avant d'avouer. Parce qu'on n'arrive pas comme ça, bébé, écoute, je t'ai trompé, excuse-moi, et puis c'est fini. Oui, c'est vrai, c'est une très belle question qui est très pertinente et j'ai aimé vraiment votre sagesse quand vous dites effectivement qu'il faut regarder. Effectivement, ça va dépendre de la réaction de l'autre qui est imprévisible. Mais avant de répondre à cette question, il faut savoir que, et je disais tantôt que l'infidélité touche au moins un couple sur deux, mais parmi les couples qui ont été aux prises avec l'infidélité, plus de 65% de ces couples-là se séparent. Mais il faut comprendre aussi que l'infidélité n'est pas la cause du divorce ou bien de la séparation. C'est le prétexte que l'autre utilise pour mettre fin à la relation. Ça peut être bizarre. Pourquoi? Parce que la personne infidèle est responsable de son passage à l'acte. Moi, j'ai été infidèle, c'est vrai. Je suis 100% responsable de mon passage à l'infidélité, mais je ne suis pas responsable de ta réaction, de ta décision de divorcer. Je suis 100% responsable de mon infidélité, c'est vrai, mais il y a un autre élément qui est co-responsable. Ça veut dire que l'infidélité, c'est le symptôme d'une relation qui était devenue dysfonctionnelle ou déséquilibrée. Et nous, en consultation, on a ces manières-là, ces stratégies qui nous permettent d'aider la personne qui a été infidèle et la personne qui a été trompée, s'ils veulent toujours sauver leur couple. Mais quant à votre question, généralement, les experts ne donnent pas une réponse. Est-ce qu'il faut avouer ou pas? Voilà, puisque ça va dépendre effectivement de la réaction de l'autre. Peu importe, tu as au moins
50% de chances effectivement que l'autre dise qu'il veut mettre un terme à la relation. Et il y a Pierre Langis qui a rapporté, après bien sûr des études avec l'OMS, etc., qui nous dit en fait que lorsque la personne infidèle avoue son infidélité à son partenaire ou bien à sa partenaire, pour réapprendre à être fidèle, pour ne pas avoir de secret avec l'autre, en ce moment, le couple a 43,5% de chances de se disloquer. Oui, c'est énorme quand même. C'est énorme. Maintenant, si quelqu'un t'appelle pour dire, écoute, il y a ta femme qui est... Ça arrive là. Moi, il y a des gens qui m'ont informé à plusieurs reprises qu'il y a des gens qui ont pris leurs époux ou bien leurs épouses comme ça. Donc, tu es à la maison ou bien avec tes amis, on t'appelle, écoute, viens voir. Ta femme est ici. Ta femme est ici ou bien ton mari est ici. 63% de probabilité que le couple se disloque, se sépare. C'est pas fini. Hein. Lorsque je surprends mon partenaire ou bien ma partenaire en pleine action et de surcroît dans notre lit conjugal. Là, il n'y a pas de solution. 83%, il reste encore 7%. En fait, là, il n'y a pas de solution et la maison peut prendre feu. Hein. Mais c'est quand même courageux de tromper son partenaire chez soi et sur le lit conjugal. Mais il faut être courageux pour le faire. J'ai déjà eu affaire à des cas comme ça. Mais ce n'est pas cette situation la plus grave. Il y a pire. La pire des situations, c'est lorsque je demande à mon partenaire ou à ma partenaire, est-ce que tu me trompes parce que je me rends compte que ma femme est devenue bizarre ou bien, ça arrive. Hein. Moi, il y a des gens qui m'appellent, imam, écoute, j'envoie des messages, elle ne me répond plus, elle ne me cause plus, elle ne communique plus. Voilà. Je lui ai demandé, est-ce que tu me trompes? Elle dit non. Mais même si la personne trompe, elle ne va jamais dire. Tout à fait. Mais malheureusement, après, je me rends compte qu'effectivement, elle a été infidèle, mais il a été infidèle. Là, il y a une double trahison. Tu m'as trompé, tu m'as trahi et tu m'as menti. 86% de chances que le couple se sépare. Là, il y a vraiment beaucoup de situations. Tout à fait. Et généralement, ce que moi je propose, c'est d'essayer de peser effectivement le pour et le contre et de prendre la décision. Mais Imam Nassouri, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir? Est-ce qu'on doit avouer, oui ou non, avec tous les risques dont vous avez cités et tout, pour le bien du foyer? Est-ce qu'on doit avouer quand l'autre n'est pas au courant? Ok. Généralement, moi, je pose cette question à la personne qui est fidèle. Pourquoi tu veux avouer? Pour te décharger la conscience? En ce moment, tu vas charger celle de l'autre. C'est ça. Pour faire mal à l'autre, tu vas réussir. Pour divorcer, rajoute un pot et un poulet pour fêter, parce que tu vas réussir également. Donc c'est mieux de se taire en fait. Non, moi j'encourage les gens à mettre leur infidélité sur la table. Ah, Imam, on va plier trop de bagages. Hein. C'est moi. Parce que le problème est là. Je disais tantôt que tôt ou tard, ça va sortir. Voilà. Et regardez même les chiffres que je viens de vous donner, les probabilités. Lorsque j'avoue, parce que je ne veux pas avoir de secret avec l'autre, parce que je veux redevenir fidèle, 43,5% de probabilité. Et ça démontre le bien fondé du proverbe qui dit « faute avouée et à moitié pardonnée ». Mais ça dépend vraiment des fautes. Parce qu'Imam Nassouri, très concrètement, on est d'accord que quand c'est l'homme qui fait asseoir sa femme pour dire « écoute ma chérie, j'ai à te parler, je te demande pardon parce que je t'ai trompé. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris, voilà. Je demande pardon. » Il fait même à genoux. La femme, elle va pleurer, mais elle va accepter ce pardon-là. Mais quand c'est la femme qui vient dire à son homme, « écoute bébé, je t'ai trompé avec tel homme », 90% elle va partir. Tout à fait. Elle ne va pas accepter. Je suis d'accord avec vous. Il y en a, ce n'est pas beaucoup. Il y a 2 mois de cela, il y a un couple que j'ai connu comme ça. Un couple comme ça que je connais. La femme a été infidèle. Et quand elle m'a consulté, je l'ai encouragé effectivement à mettre cela sur la table, tout en insistant sur le fait que c'était une erreur. Elle aime. On a abordé ça entre-temps. On a dit en fait que le plus important, ce qui est plus cher aux yeux de l'homme, c'est surtout le cœur de la femme. Imagine la femme qui va te tromper et qui va te dire, d'ailleurs même toi tu ne vaux rien. Moi je t'ai trompé avec un autre, mais je me sens bien même. Mais quand elle a avoué, est-ce que le monsieur a pardonné? Mais justement. Il a pardonné. Les couples heureux font souvent face à un moment d'égarement d'un ou de l'autre. Au Burkina Faso, ici au pays des hommes intègres, le monsieur a pardonné. Avant même et ils sont plus heureux.
Et ce n'est pas le seul cas, il y en a. Ça fait quand même légion. D'accord. Voilà, donc tout dépend. Tout dépend. Ah, en tout cas, il faut aussi regarder le visage. Alors, il nous reste juste 1 minute. Le thème est tellement passionnant que c'est vite passé. Ah bon? Donc, juste un dernier mot et puis on va mettre fin à l'émission. Ok, merci beaucoup. J'aimerais dire ceci. Plus que la peur des conséquences néfastes et dramatiques que nous avons soulevées ici, la véritable réflexion vis-à-vis de l'infidélité doit être éthique et doit faire appel en fait à la dignité humaine. Et à partir de ce moment, l'infidélité devient une question de décision. L'infidélité n'est pas une erreur. D'accord. C'est un choix. Maintenant, est-ce que ce choix, effectivement, la fidélité, ce choix-là sera pris par le cerveau primitif qui est spécialisé dans la fuite de la douleur et la recherche du plaisir? Ou bien ce choix-là sera-t-il pris par le cerveau limbique ou émotif qui ne recherche que la passion, l'intensité? Ou bien ce choix-là sera pris en fait par le néocortex qui est le siège de la conscience et du sens éthique. Mais il semble que c'est l'être humain seul qui possède ce cerveau-là et les membres des couples heureux l'utilisent beaucoup mieux que ceux des couples malheureux. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Imam Nassouri. Mais voilà, chers téléspectateurs, si vous avez besoin de Imam Nassouri voilà, pour consulter ou pour plus d'informations, vous composez le 79 424 44 58. 79 424 44 58. On va vous souhaiter une très bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis et se donner rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Prenez bien soin de vous et adoptons la fidélité. Au revoir.